Voilà, on va pouvoir Oui. commencer. Juste avant de commencer, donc j'ai quelques informations à vous communiquer. Je le referai en fin de séance s'il y a des personnes qui se sont joints à nous en cours de parcours. Donc déjà, bienvenue. Merci d'avoir pris ce temps-là. Il y a une deuxième formation qui aura lieu donc jeudi pour vos collègues qui ne puissent pas se joindre à nous cet après-midi, pardon. J'aimerais aussi vous rappeler que il y aura le webinaire de lancement le 12 septembre, donc lundi prochain, dans lequel donc Fabrice, moi-même et le reste de l'équipe organisation seront présents pour vous transmettre toutes les modalités du test, les détails, savoir comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'on va attendre de vous. Et puis, les différents liens, on vous communiquera tous les différents liens utiles à l'expérimentation, c'est-à-dire le canal de chat Rezana pour pouvoir communiquer avec l'équipe support, le cahier test qui vous guidera normalement pendant toute l'expérimentation, et évidemment, on vous redonnera le lien de la plateforme de démo, avec la nouvelle interface, etc., etc. Donc, il faut bien noter cette date-là. C'est une réunion, j'ai envie de dire, obligatoire. Si vous ne pouvez pas y assister, c'est pas grave, il y aura un replay. Mais voilà, l'idée, c'est que un maximum de personnes de votre service puissent y assister. Et la deuxième information importante à communiquer ce matin, c'est cet après-midi, pardon, je vais y arriver, c'est que le lendemain, donc le mardi 13 septembre, on a prévu un créneau de 1 heure avec Fabrice pour pouvoir briefer tous les utilisateurs clés qui sont signataires, donc les personnes qui disposent d'un certificat de signature électronique, pour les accompagner pendant 1 heure et s'assurer que tout fonctionne bien. Donc voilà, on en reparlera brièvement aujourd'hui, mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment noter ces deux créneaux-là, le 12 pour tout le monde et le 13 uniquement pour les signataires. Voilà. Voilà, ici. Donc, l'écran de connexion, la page d'accueil a changé d'aspect, mais en tout cas, au niveau technique, je n'ai rien de nouveau. J'ai mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Et c'est parti pour la description des changements. Alors, déjà en termes d'interface, il n'y a plus grand chose à voir. Ici, par exemple, on avait, je vais me reconnecter sur celle-ci pour bien faire le lien entre les deux. Vous aviez par exemple sur votre gauche un panneau fixe avec tous les menus, préparer, viser, signer. Aujourd'hui, le menu va être escamotable. Il suffit de décaler la souris vers la gauche pour voir ce menu apparaître. On voit néanmoins qu'on a la même logique, préparer, viser, signer, suivi, historique. C'est exactement la même logique que l'on avait ici. Il y a une seule différence, c'est que le menu statistique a été remplacé par un tableau de bord. Donc on a voulu ce changement de vocabulaire pour bien insister sur le fait qu'on a quand même beaucoup plus de visibilité sur ce tableau de bord qu'on en avait sur les statistiques. Notamment, quelque chose qui va vous intéresser, ce sont les dossiers à traiter par service. Donc je vais pouvoir savoir d'un seul coup d'œil si mon dossier vient du service IST, vient d'Adréal, vient du SGCD, vient du SGAR, etc. Donc je rappelle quand même qu'on est dans une expérimentation, donc on n'a pas implémenté les organigrammes tels qu'on pourrait le faire en production sur un parapheur qu'on va garder à très long terme, mais on a déjà une bonne idée de ce qu'on peut faire avec, c'est-à-dire avoir les dossiers par service, ça c'est pas mal. Les dossiers par nature aussi, on n'en a pas énormément beaucoup parlé jusqu'ici, on vous a fait une nature documents divers, mais sachez que l'outil est apte à gérer des catégories de documents. Par exemple, je veux avoir tous mes bons de commande, je veux avoir tous mes arrêtés, toutes mes décisions, etc. Je cite des petites choses que j'ai vues de droite de gauche dans des projets. Donc on est capable de gérer aussi des groupes de documents que nous on appelle des natures. Voilà, pour chacune des rubriques, donc par dossier, par service ou par nature, vous pourrez savoir d'un coup d'œil, donc pour les viseurs et les signataires, combien vous en avez à viser, combien vous en avez à signer, c'est indiqué. Donc avec la coche pour le visa, le crayon pour la signature. En infobulle, vous saurez si c'est à signer pour vous-même ou par délégation. Si vous voulez aller avoir l'info tout de suite ici, il y a un petit réglage, distinguer les délégations. Et là, on va voir viser par délégation, signer par délégation.
Donc là, d'un coup d'œil, je sais que l'IST me demande de signer un dossier. Voilà, donc grosse évolution sur ce menu tableau de bord qui remplace complètement le menu statistique ici, que l'on trouvait, et les clients aussi le trouvaient incomplet. Ça avait besoin d'évoluer. Parce que là, on avait effectivement des dossiers assignés, mais on ne savait pas pour qui ils étaient assignés. Et c'était, à notre sens, intéressant de pouvoir, pour les signataires, prioriser leur travail en disant « Oh là, j'ai 10 dossiers, mais en fait, ils viennent de l'IST, ça, je sais qu'il faut que je donne priorité à ça, par exemple. » Ou par nature, ce sont, je ne sais pas, moi, des décisions. Bon, des décisions internes, c'est prioritaire, donc je dois aller sur les décisions. Le tableau de bord, il est vraiment fait pour vous, viseurs signataires, pour rendre votre travail plus efficient. Je vais aller, comme là je travaille sur 2 écrans, c'est parfait. N'hésitez pas à mettre des petites questions dans le chat, éventuellement ouvrir vos micros si vous avez des remarques déjà sur cette première nouveauté, tableau de bord. Alors, juste Fabrice, voilà, je commence à recevoir des demandes de personnes qui n'ont pas encore de compte. Ça y est, recharge. Voilà, donc outre le menu, le tableau de bord qu'on va découvrir, on va redécouvrir maintenant le menu préparé. Alors, le menu préparé, donc, consiste, comme les fois précédentes, à construire un nouveau parapheur qu'on va envoyer dans un circuit de validation. Validation, ça peut être visa et ou signature. On a toujours le plus avec le bouton préparer ici. Nouveauté, on a ici le mode assistant. Préalablement, vous aviez que le mode standard ici, c'est-à-dire avec toutes les options les unes à la suite des autres, et c'était à vous d'aller regarder un petit peu dans toutes les options ce que vous vouliez faire. Aujourd'hui, on a voulu faire un mode assistant pour vous guider vers les étapes essentielles avant de pouvoir transmettre un parapheur. Donc, tant que le bouton transmettre ici est grisé, ça veut dire que vous n'avez pas donné au parapheur les informations minimales pour pouvoir transmettre votre dossier. Alors, quelles sont ces informations minimales? Il y en a 3. La première, c'est de mettre un document. Il n'y a pas de document, il n'y a pas de parapheur. Donc, vous pouvez ici cliquer, glisser, ou aller chercher directement sur votre appareil, mais cliquer, glisser, ça fonctionne bien aussi. Je vais aller chercher un document, moi, dans ma base de test. Je prends un petit document de test. J'ai pris mon document. Il se charge, il est en tant que document principal. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur ces options si ça vous intéresse. Alors, le bouton suivant vient de s'allumer. Donc, ça veut dire que j'ai terminé pour cette première étape. À minima, je mets un document. Deuxième étape, mon dossier. Là, comme précédemment, je peux changer le nom du dossier. Par défaut, c'est toujours le nom du document. Mon document s'appelait test, donc mon dossier s'appelle test. Moi, je vais lui mettre 0809-2022. Le référent, le service, la nature. Là, la nature, de toute façon, on n'a pas le choix. Le bouton suivant est disponible, mais le bouton transmettre, vous voyez, n'est toujours pas disponible. Alors, pourquoi? Parce qu'il manque une troisième information. Ce sont les acteurs de mon circuit. Qui doit viser, qui doit signer. Donc, les viseurs vont passer en premier. Ils sont disponibles sur la colonne de gauche, les signataires ensuite sur la colonne de droite. Alors, j'ajoute un viseur, je vais aller chercher un utilisateur. Donc, on a revu aussi ce menu-là. Maintenant, pour aller choisir un viseur, donc un utilisateur, un service ou une fonction, vous avez un tableau dans lequel vous pouvez trier les colonnes en cliquant dessus, donc par nom ou par prénom. Sont indiqués maintenant l'email, le service et la fonction de la personne. Donc, ça sont des informations complémentaires que l'on a complétées, tout simplement parce qu'on a des organisations
ils sont à combien? Ils sont 18 000 utilisateurs. Donc sur 18 000, il y a forcément des homonymes. Donc pour distinguer les homonymes, là, on a l'email, le service et la fonction. Alors, j'ai une question dans le chat. Est-ce que les documents, lorsqu'ils sont chargés en ODT, donc en version modifiable, y a-t-il une modification de mise en page? Sous-entendu, est-ce que quand on le met dans XBus, ça va modifier, ça va faire sauter la mise en page? Pas nécessairement. Ce que je peux vous assurer, c'est que le ODT, si vous demandez s'il va être signé, on va vous le convertir en PDF avec notre outil de conversion. Donc nous, on a acheté un programme auprès d'une société qui est spécialisée dans la conversion de fichiers. Donc nous, on a acheté un outil. Comme tout outil informatique de conversion, eh bien, il n'est pas unique et il n'est pas parfait. Donc, ce que vous allez faire, c'est mettre votre document dans le parapheur, le faire signer, peut-être à blanc par quelqu'un, peut-être même par vous-même, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la conversion. Si la conversion vous convient, tant mieux, ça veut dire que notre outil de conversion répond à votre besoin. S'il ne répond pas à votre besoin, c'est-à-dire que ça modifie votre mise en page, on va vous demander de le convertir vous-même en PDF avant de le mettre dans le parapheur, de façon à ce que vous utilisiez un outil qui vous convient à vous. Je vais prendre, moi pas de l'ODT, mais je vais prendre un exemple sur Word par exemple. Là, je prends n'importe quel document. Si je veux convertir ce document, je vais faire fichier, et là, j'ai déjà pas mal de choses. Je peux faire fichier exporté. Bon, là, c'est un outil de chez Microsoft qui va convertir en PDF. Je pourrais aussi faire fichier imprimé. Et là, j'ai encore d'autres choses. J'ai Microsoft Print to PDF. C'est encore une autre chose. Il y en a qui ont du PDF Creator. Voilà. Il y a des dizaines d'outils qui permettent de passer d'un format au PDF. Donc, il faut trouver celui qui vous convient. Donc, je répète, deux grands axes de travail. Un, tester notre outil. Si vous convient du premier coup, tant mieux. Si vous convient pas, il faut trouver le vôtre et convertir par vos propres moyens en PDF avant. Alors, pour rebondir sur ce que dit Fabrice, effectivement, le sujet de la modification des documents, c'est un grand sujet. Ce qu'on va vous proposer dans le test 2, on vous le présentera également lundi, c'est des micro-webinaires de format 20 à 30 minutes tout au long de la durée du test, dans lequel on abordera des sujets comme notamment celui de la modification des documents, qui sont des sujets très demandés et qui seront approfondis dans des sessions plus courtes avec Fabrice ou un autre formateur de SRCI. Et donc voilà, ce qu'on a dit déjà mardi, c'est qu'effectivement, le mieux, c'est de vraiment tester différents types d'outils pour évaluer celui qui vous ressemble le plus. Voilà, je complète. Alice a complété en disant notre besoin, c'est que les personnes dans la chaîne de signature. Je viens de lire, ouais. Ok, super. Donc, je viens de voir. Virginie réagit à peu près sur le même sujet. À ça, j'ai deux niveaux de réponse. Premier niveau de réponse, vous êtes dans un outil qui est un parapheur. Donc, comment vous faisiez en version papier? Le document, vous l'imprimiez, il était soumis pour signature, et si ça ne va pas, on refait le document, puisqu'on ne peut pas modifier sur la version papier avec un simple stylo. Ça ne va pas. Donc, on a à peu près la même logique dans la version électronique. Normalement, si votre document arrive dans le parapheur, c'est qu'il a terminé sa phase de conception métier, et qu'en amont, au métier, on est d'accord. Donc, il peut venir pour validation. Le viseur peut dire moi je suis pas d'accord avec ce qui est écrit dedans. Auquel cas on peut refuser le document. Il repasse en conception dans la phase métier. Je vous déconseille de prendre pour habitude d'utiliser le parapheur pour modifier vos documents systématiquement. On permet la modification à la marge, mais on n'est pas quand même c'est pas un outil spécialisé dans la modification de documents. C'est une fonctionnalité qui est permise. On peut utiliser, mais il ne faut pas prendre l'outil comme un outil de modification de documents, de travail métier, c'est-à-dire où on va gérer, par exemple, les versions de documents, savoir ce qui a été modifié dans le document et par qui. Voilà, ça, c'est pas du tout notre cœur de métier. Ça, c'est le cœur de métier d'autres outils.
Nous, normalement, donc on permet la modification à la marge. Pour prendre un autre exemple un petit peu connexe, c'est un peu comme si vous faisiez des tableaux dans Word. Dans Word, vous pouvez faire un tableau, vous pouvez faire des sommes de colonnes, mais ceux qui connaissent un peu le monde de la bureautique vont me dire, mais c'est pas Word en fait qu'il faut utiliser, c'est Excel. Il est vraiment fait pour ça, vous allez voir, c'est super. Donc là, c'est pareil, vous voulez modifier des documents dans le parapheur, oui, c'est possible, c'est pas l'idéal. Alors, pour terminer sur ce qu'a dit Virginie, le souci, c'est que lorsqu'on transmet un doc, si on le passe en PDF, il ne sera plus modifiable. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, si votre document est signé, on vous le rendra en PDF. On n'a pas le choix. On ne peut pas signer des points doc, on ne peut pas signer des ODT, ça n'existe pas. On va signer du PDF. Une autre solution aussi que j'ai vue avec d'autres clients, c'est de rentrer aussi dans les bonnes pratiques des logiciels. Je vois des personnes qui me mettent des encarts sous forme de tableau dans Word, alors qu'en fait, il n'y a même pas besoin. Et en modifiant juste ça, eh bien, en fait, la conversion PDF se passe très très bien. Des personnes qui ont mis des puces avec des images personnelles. Bon, bah c'est pareil, on a mis des puces standards à la place des images personnelles et ça s'est très très bien passé. Donc quelquefois, on pourra travailler avec vous sur la conception même du document qui peut améliorer sa portabilité en PDF. Je continue. Donc ici, j'en étais sur le mode assistant. Le mode assistant vous propose 3 étapes, mes documents, mon dossier et acteur du circuit. Je vais rajouter un viseur, qui est un utilisateur. Je vais rechercher, je vais me mettre moi-même en tant que viseur. Pour la démo, ça va être plus simple. Donc, pour rechercher quelqu'un, vous pouvez taper ici. Je recherche juste 3 lettres BRI. Ben, il va trouver Fabrice, c'est moi, Fabrice Biry, mais il va aussi trouver Brigitte, y compris dans le prénom, mais il va fouiller aussi dans les emails. Donc, vous avez ici un petit moteur de recherche très puissant qui va aller chercher dans n'importe lesquelles des colonnes pour rapidement trouver la personne que vous voulez nommer en visa. Je valide. J'ai donc débloqué mon bouton transmettre, puisque j'ai répondu aux 3 attentes du parapheur. J'ai mis un document, j'ai rendu que j'ai donné le nom de mon dossier, et j'ai mis au moins un acteur dans un circuit. Voilà, donc c'est ça le mode assistant. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Si jamais vous voulez d'autres options, elles sont présentes ici, personne informeur, circuit, message, etc. Mais on a voulu en fait vous guider vers les 3 étapes essentielles et se concentrer sur ces 3 étapes pour directement transmettre au plus tôt votre parapheur si vous n'avez pas besoin d'options particulières. J'appuie sur transmettre. Le dossier est enregistré, transmission du dossier, réalisé avec succès. Voilà. Ça n'a pas changé, ce sont des tâches planifiées, donc avant que ça arrive réellement en visa ou que ce soit disponible de nouveau dans votre suivi, on va vous demander maximum 1 minute. Alors, question dans le chat, effectivement, c'est un sujet dont on a hâte de vous parler, c'est l'encart de signature. L'encart de signature, ok. Je termine mon visa et après je vous parle de l'encart de signature. Parce que je vais faire un deuxième petit passage avec la partie signature, promis. Peut-être montrer en attendant où est-ce qu'ils peuvent cliquer pour voir leurs informations de compte. Voilà, c'est exactement ça. Tu as bien suivi la première présentation, merci. Donc en attendant que ça arrive, effectivement, je vais vous diriger vers votre profil. Dans votre profil, il y a une petite évolution. Vous pouvez toujours relire vos noms, prénoms, email, pas de souci, vos certificats. Il y a une évolution sur le thème. On va doucement vers la réglementation RGAA, qui est la réglementation qui régit l'accessibilité avec handicap aux différents sites Internet. Donc on y est sensible puisqu'on travaille avec beaucoup de clients, des privés comme des administrations, des publics. Et donc vous avez un thème clair, mais vous avez aussi un thème sombre. Voilà, tous les utilisateurs, les gros consommateurs d'écran, dont je fais partie, quand ils voient le mode sombre, ils disent « Ouf, ça fait du bien aux yeux ». Donc pensez à régler le site en mode sombre
si vous travaillez régulièrement sur ordinateur, vous allez voir au niveau de la fatigue visuelle, ça change, ça révolutionne tout. Pour la démo, je vais rester en thème clair, parce que je ne suis pas bien sûr qu'en thème sombre, ça se détache bien pour tout le monde. Et je vais retourner dans mon menu visé, puisque normalement, je dois avoir mon dossier qui doit être en visa. Voilà. Alors, comment ça va se passer le visa? Donc là, j'ai bien mon dossier en visa. On a complètement refondu cette interface. On vous propose maintenant deux vues. La vue tableau et la vue liste. La vue liste, c'est celle que vous aviez précédemment. C'est-à-dire qu'on voit le document tout de suite. Et ici, on peut passer d'un document à l'autre. Voilà. La vue tableau est complètement nouvelle. Elle répond à des besoins de filtrage et de tri. Vous avez un ensemble de colonnes avec des informations sur votre dossier. Déjà, ces colonnes sont paramétrables par personne. Donc, vous pouvez choisir les dossiers que vous souhaitez voir. Les dossiers, les informations que vous souhaitez voir. Le nom du dossier, sa date de création, mais je n'aimerais pas avoir la date de création, mais qui m'a envoyé ce dossier? Quel est le nom du rédacteur? Bon, je pourrais l'afficher ici. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai une nouvelle colonne qui s'élargit ici avec le nom du rédacteur. Je n'arrive pas à l'attraper sur ce navigateur. Là. Allô? Oui. J'ai mal à aller juste entre les deux. Je suis sur mon deuxième écran. Voilà. Nom du rédacteur, par exemple. Alors, je vais revenir sur la date de création. J'ai enlevé le nom du rédacteur. Donc, vous pouvez construire le tableau qui vous semble pertinent pour bien voir vos dossiers avisés. Chaque colonne, juste en cliquant dessus, vous voyez que la petite flèche s'inverse, vous pouvez trier, filtrer. Enfin, trier, pardon. Le filtrage, vous l'avez ici avec le petit entonnoir. Et là, vous avez, exactement comme dans les tableurs, ceux qui sont habitués, un moteur de recherche et des filtres de texte. Voilà. Donc avec ça, plus de soucis pour isoler les dossiers qui vous intéressent. Si vous voulez voir tous les dossiers d'une même catégorie, là, vous avez tout un tas de possibilités de filtrage par date, par nom de dossier, ce que vous voulez. Donc ça, c'est le gros intérêt de cette vue tableau. La vue liste. Donc ça, on peut l'avoir en cliquant sur le nom du dossier en question. Alors, il y a la DRAF qui nous informe qu'ils ne savent pas où on en est. Est-ce que vous pouvez prendre votre micro pour préciser la question? Oui, parce qu'on en est sur la présentation, sur la connexion. Non, mais on est parti de assistant parapheur et on est arrivé dans un autre onglet et on n'a pas du tout suivi, du coup, vous êtes parti. On est désolé. Ah oui, ici là, de l'assistant. Oui, on était là et après vous êtes parti et on vous a complètement perdu, du coup. D'accord, parce que ce que j'ai fait très rapidement, c'est que j'ai mis en fait un document. J'ai mis un document et ensuite Oui, mais on a fait ça, on a fait les viseurs, mais après on ne sait pas à quelle étape on doit aller, si on doit transmettre, aller dans les options, parce qu'après vous êtes parti sur. Dès que vous avez choisi votre circuit, vous pouvez transmettre. D'accord, parce que du coup après vous êtes parti dans un profil et excusez-nous, mais ça nous a perdu. Non, pas de souci, non, vous avez bien raison. Hein, on n'est pas extrêmement nombreux, on n'est pas des milliers sur la conférence, donc n'hésitez pas à intervenir. Mais une fois que vous avez renseigné votre document et votre circuit, si votre circuit vous convient, vous appuyez sur le bouton transmettre et donc ça va transmettre au premier viseur. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été dans le profil en attendant que le document arrive en étape de visa et donc on en est là. Comme le document est arrivé au premier viseur, et j'étais en train de décrire le menu de visa. Voilà. N'hésitez pas à intervenir, hein, c'est très bien comme ça. Hein. Sur le chat, ouvrez les micros. On n'a pas d'onglet visa, nous, de notre côté. Moi, j'ai que signé. J'ai pas cette coche visa. Alors, c'est normal parce que vous, personnellement, vous êtes peut-être uniquement avec un profil de rédacteur et de signataire. Par contre, si vous avez mis une personne en visa,
cette personne-là a le menu de visa. D'accord, oui. Il faut que je me mette en viseur pour l'avoir, en fait. Alors, si vous voulez vous envoyer un document à vous-même, là, avec votre profil, puisque vous n'avez pas les droits de viser, je peux vous les accorder, les droits de viser, pas de problème. Mais là, vous avez d'autres choix, si vous voulez travailler seul pour tester seul, de vous envoyer un document en signature. Vous n'avez que les droits de signature. Signataire, c'est Caroline qui est viseur. D'accord. Ok, merci. De rien. Alors, Excusez-moi, la Bretagne, j'aurais une question du coup. Si je veux revenir sur mon document que j'ai transmis et changer de viseur ou de signataire, je fais comment? Alors, en cas d'erreur, soit c'était prévisible qu'il y allait y avoir un changement, parce que en cours de route, c'est systématique. Dans votre cas d'utilisation, on doit rajouter des viseurs ou rajouter des signataires, et le rédacteur, il ne le sait pas. Donc, en option, vous pouvez dire que votre circuit autorisait la modification du circuit. Donc, si vous avez coché cette option particulièrement, le circuit va être modifiable a posteriori de la transmission. Ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas enclenché cette option, eh bien, le parapheur ne permet pas la modification de circuit. Donc, ce que vous avez engagé, c'est terminé, c'est ça et rien d'autre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que vous pouvez faire, si c'est tout simplement une erreur de destinataire, votre circuit n'est pas le bon et vous voulez tout arrêter, vous avez moyen en tant que rédacteur d'aller dans votre suivi, vous cochez votre dossier, qui est parti par erreur en fait à la mauvaise personne, mauvais circuit, enfin c'est tout à refaire, et là vous choisissez interrompre. On va vous demander le motif de votre interruption, erreur de circuit, et si vous validez, eh bien, le parapheur est retiré de la circulation et on n'en entendra plus parler. Donc voilà les deux façons de travailler. Interrompre pour retirer le parapheur ou avoir prévu à l'avance que le circuit allait être modifiable. Mais par défaut, ce n'est pas modifiable. Ça va? Ça répond à votre question? Tout à fait, ça veut dire qu'en fait, soit on se plante pas au départ, soit on se plante et il faut tout refaire, en gros. Oui, si, ok, mais soit aussi on n'a pas toute l'information sur le circuit. Et auquel cas, je vous ai dit, il faut vraiment mentionner dans votre dossier, prendre l'option de circuit modifiable. Oui, mais du coup, on n'avait pas vu tout à l'heure les options. Non, bien sûr que non, parce que je voulais me concentrer sur quelque chose de vraiment minimaliste. est-ce qu'on peut revenir sur comment un destinataire peut modifier un document et le renvoyer au rédacteur? Ok, donc ça c'est en cours de document. Modification de doc. Alors, je vais bien distinguer la partie modification de annotation et de message, qui sont trois notions différentes. Voilà. Alors, je vais terminer mon visa. Donc, je choisis de viser ce document, soit parce que je l'ai vu ici en cliquant sur ce message-là. Donc là, je peux le lire. On a changé la visionneuse PDF aussi. Donc là, vous avez davantage d'outils. Vous avez un outil de zoom. Vous pouvez faire du pleine page, donc pleine hauteur, pleine largeur, ici. La rotation, si c'est nécessaire. Voilà. La navigation à travers les pages. Si vous avez beaucoup de pages, vous voulez vous rendre directement à une page en particulier. Ici, vous avez trois traits qu'on appelle un burger, qui vous permet aussi d'avoir un menu avec toutes les pages que vous pouvez escamoter. Le téléchargement, et ici, vous avez d'autres options, notamment la vue sur deux pages, donc page côte à côte, si vous voulez lire page 1, page 2, puis 3, 4, etc. Donc voilà pour les principales évolutions concernant la visionneuse. Ce qu'on a voulu aussi, c'est vous donner une meilleure visibilité sur les documents. Donc il y a le document principal, mais je vais faire un petit test tout à l'heure avec des annexes. Et puis sur les acteurs du circuit, savoir si vous êtes le seul dans le circuit, est-ce qu'il y a eu quelqu'un avant vous, est-ce qu'il y a quelqu'un après vous. Donc notamment pour les signataires,
quand ils sont en train de lire leur document, ils voient tout de suite, d'un coup d'œil, si le document a été contrôlé par leur service qui aurait dû contrôler le document avant leur signature. Comme ça, ils verront tout de suite s'il manque quelqu'un. Donc, si j'attendais, par exemple, un contrôle du service juridique, un contrôle du service des marchés et un contrôle du service financier, eh bien là, je peux voir d'un coup d'œil si ces 3 personnes sont bien passées. Et qui a fait le contrôle. Voilà, je vais viser ce document. Oh tiens, avant de le viser, je vais répondre à la question de la modification, parce qu'on est dessus. On peut en parler là maintenant. Alors, modification de document. J'ai déjà donné la politique générale de notre société face à la modification de document. Je le répète, on n'est pas un outil dédié modification de document. Vous ne saurez pas ce qui a été modifié, il n'y a pas de gestion de version. Quand bien même, si vous voulez le faire, c'est pas une action prioritaire, donc on ne l'a pas affiché vraiment de façon très évidente sur cette page-là. Priorité aux documents et aux acteurs du circuit. Pour autant, c'est disponible dans Actions sur le dossier ici. Alors, j'ai distingué 3 types d'actions. Il y a les messages. Donc, vous pouvez envoyer un message à tous les membres du circuit pour les avertir de quelque chose sur ce dossier. Et ce message fera partie de votre dossier parapheur. Donc, message, je vais ajouter un message de type public, donc je l'envoie à tous les viseurs, le rédacteur, les viseurs, les signataires. Là, je vais arroser tout le monde. Attention au montant du marché, page 10. Possible erreur. Je fais n'importe quoi. Voilà. Je valide. Alors, est-ce que je veux envoyer tout le monde, je veux que mon message, en plus, il y ait une alerte mail qui parte là-dessus, parce que moi, j'ai alerté sur une partie du dossier. J'aimerais bien que tout le monde, tous les acteurs du circuit, reçoivent mon message. Je peux adresser aussi mon message à quelqu'un du circuit en particulier. Si je veux qu'il n'y ait que le signataire qui voit mon message, ben là, je vais me mettre en mode privé. Et là, je vais dire, le destinataire, ben c'est lui, par exemple. Donc là, il n'y a que cet acteur-là qui va voir ce message-là. Voilà, donc là, je vais me remettre en mode public, admettons. Donc là, tous les acteurs du circuit voient, je n'envoie pas d'alerte mail, il n'y a pas besoin, ils verront bien dans le parapheur. Et je valide. Voilà, donc là, j'ai un message qui a été ajouté. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà, donc mon message, il est ajouté, un texte, donc il est porté en fait au dossier. Donc si je mets, je vais rafraîchir ici, dans mon dossier ici, je vois qu'il y a une petite information. Attention, ce dossier contient un message, donc je peux aller voir le message. Voilà. Si vous êtes en vue liste, c'est la même chose. Ce dossier contient un message, c'est rappelé ici. Voilà. Alors, je reviens, action sur le dossier. Donc ça, c'était pour distinguer les messages. Donc message, c'est quelque chose qui va à côté du dossier, qui vient donner un complément d'information, des questionnements. On distingue ça de l'annotation. Alors, l'annotation, c'est encore un travail différent. Là, c'est pour écrire sur le document. Donc, je souhaite utiliser un pinceau. Une couleur. Voilà. Et je vais entourer une partie du dossier, voilà, parce que je voudrais faire une annotation sur mon dossier. Donc je fais mon annotation, vous avez différents outils, hein, mettre des espèces de post-it. Voilà. Et déplacez votre post-it, ici. Pour chaque annotation que vous aurez portée au document, vous aurez une décision à prendre. Est-ce que cette annotation doit être fusionnée avec le document ou pas? Si vous la fusionnez, cette annotation va rester sur le document après signature. Si vous ne la fusionnez pas, cette annotation va disparaître du document après signature. C'est finalement un calque de travail. Voilà.
je vais valider mon dessin tel quel, donc celui-là, je ne vais pas le fusionner. Par contre, si je veux faire non, je ne vais pas faire ça, je vais mettre un texte et je vais mettre bon pour accord. Voilà. Donc ça doit rester sur le document, donc je vais plutôt le fusionner avec le document, oui. Fusionner la notation. Ça doit rester sur le document après signature. Donc on vous prévient, votre annotation sera définitivement fusionnée et intégrée au document et ne pourra plus être supprimée. Voulez-vous continuer? Oui. Et puis celle-ci, par contre, c'est vraiment pas beau ce que j'ai fait, donc je vais tout simplement supprimer mon annotation. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler des annotations. Et la troisième façon de travailler, c'est d'aller modifier le document lui-même en le téléchargeant sur son poste. Donc ça, c'est complètement autre chose. Je ne vais pas pouvoir le faire sur ce document-là, parce que non seulement je crois que j'ai choisi un PDF, et en plus, dès la préparation du document, là, je vais ajouter mon document, je vais prendre un document Word volontairement. Voilà, donc je prends un document facilement modifiable avec les outils que moi j'ai. J'ai choisi un DocX. J'aurais pu choisir un PDF aussi, hein, si j'avais des outils comme PDF Creator qui permettent de modifier les PDF. Voilà. Mais pour permettre, je vais ajouter un viseur. Voilà. Si vous voulez que votre document, un viseur ou un signataire puisse le retoucher, il faut absolument déclarer votre document comme modifiable. Vous ne le faites pas par défaut, on vous offre le maximum de sécurité, on a interdit la modification. Voilà. Et même chose pour les annexes. Hein. Si vous avez des annexes, vous pouvez autoriser ou non la modification du document. Voilà, normalement j'ai fait le tour entre les possibilités de message, d'annotation et de modification de documents. Signature. Voilà. Alors là, important, parce que c'est quand même une séquence centrale ici, c'est la signature du document. Tout le monde attend ça. C'est quand même le but ultime. Je vais donc ajouter un signataire. Là, je vais choisir en utilisateur moi-même, parce que pour les raisons de la démo, c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, on a ajouté vraiment quelque chose de nouveau. C'est la possibilité de définir l'emplacement où va arriver l'image de la signature dès l'insertion du document. Ça n'existait pas avant. Vous pouviez placer votre signature, mais seulement après transmission du document. Donc ici, j'ai mis mon document, je peux définir l'endroit où va arriver l'image de la petite griffe de signature sur le document. Alors moi, vous voyez que c'est déjà placé, c'est pas par hasard, je vais vous expliquer comment. Je vais cliquer ici sur mon nom, et vous voyez que je peux placer l'emplacement de signature où je souhaite. Je peux en mettre plusieurs, autant que je veux. Je peux les supprimer ou les déplacer. Donc là, je vais le déplacer. Ah, voilà. Donc ça, c'est pour le placement où va arriver l'image de la signature. Vous avez remarqué que moi, quand j'ai ouvert mon document, la signature, l'endroit où allait arriver ma signature était déjà placé. Donc c'est ce qu'on va vous recommander pour travailler avec vos documents, c'est de préparamétrer vos documents pour que le placement ait lieu automatiquement.
Alors, je redéfinis pour ceux qui ne le savaient pas, il y a possibilité d'utiliser un mot magique dans le document. Je vais retirer ça, ça ne nous est pas utile. Si vous placez dans votre document dièse, signature dièse, écrit exactement comme ceci, hein, en minuscule, sans espace, eh bien, le parapheur va comprendre que le signataire, son image doit être mise ici. Donc, par rapport à ce mot, ça va arriver sous le mot et à droite. Donc, j'ai mis un petit rectangle là pour symboliser, pour matérialiser la signature. Alors Fabrice, là-dessus, même question que mardi. Le hashtag n'a pas fonctionné. Alors du coup, est-ce que tu peux répondre à nouveau? Qu'est-ce qui aurait pu bloquer le fait que Oui. ce code n'ait pas fonctionné? Alors, qu'est-ce qui peut bloquer? Plusieurs choses. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà vu? Le fait de mettre des majuscules dedans. Soit tout ou partie en majuscule, ça bloque. Clairement, c'est tout en minuscule. Ça, c'est déjà la première chose. Des espaces, enfin tout ce qui déroge à cette règle. Un seul mot, tout écrit ici. Deuxième chose qui peut bloquer, moi j'ai déjà vu ce cas-là, c'est des impressions du document en PDF où vous faites imprimer. On imprime en PDF et l'imprimante qui a été utilisée sort un PDF image et non pas un PDF texte. Donc ça, c'est aussi un écueil possible. C'est-à-dire que quand je sélectionne, je vais vous ouvrir un PDF ici pour bien illustrer ce dont je parle. Excusez-nous, côté Drave Bretagne, comment vous avez accédé à ce document en plein écran? Parce que nous, il est tout en petit, avec plein de trucs à gauche, à droite, en haut. Ici, là? Ouais, votre document, oui. Comment vous avez fait pour le mettre en mode comme il était là sur écran noir? Ah non, excusez-moi, ça a été un petit peu vite, mais j'ai ouvert Word. Ah, Non, là c'est Word. Ah oui, d'accord. Parce que nous, notre fichier, il est tout petit. Oui, bien sûr. Non, c'est juste que ça, c'est mon Word quotidien avec lequel je travaille. Voilà. D'accord. Merci. Je dis donc oui, ça. Ce qui peut arriver, c'est que votre PDF ici, donc là, j'affiche le même document sous format PDF. Faites ce test. Vous sélectionnez, vous faites CTRL A. Vous voyez, j'ai fait CTRL A pour sélectionner tout le texte. Ou ici, je crois qu'on peut le faire avec ça. On doit pouvoir sélectionner. Voilà. Là, j'arrive à sélectionner et si je fais copier-coller, eh bien, ça va me copier-coller ce texte. Ça veut dire que ce texte est réellement du texte. Ce n'est pas une image. Et si vous n'arrivez pas dans votre PDF ou dans votre Word à un format texte, eh bien, on ne va pas pouvoir le détecter sur une image. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais moi j'ai scanné le document, il y avait ça marqué dessus. Ouais, mais seulement quand vous scannez, c'est une image, en fait, c'est pas un texte. Et nous, notre outil, il lit le texte qui est ici. C'est le deuxième écueil possible. Que je vois. Hein. Sinon, on pourra travailler ensemble sur des documents particuliers, sur des réunions avec vous, pour essayer de bien identifier pourquoi, dans votre cas, ça ne fonctionne pas. En tout cas, à réessayer avec la nouvelle version Flixbus. Tu peux peut-être présenter, parce que je vois qu'il y a des personnes présentes de l'IST, ce que tu as présenté mardi sur le nombre de signataires. Signature 1, signature 2, signature 3. Oui, bien sûr. Alors, si j'ajoute des signataires, je vais mettre un autre utilisateur, 2 signataires, mettons 2 millions, voilà. Et lui, il est en signataire numéro 2. Donc, le parapheur va respecter l'ordre dans lequel sont précisés les signataires. Donc, moi en numéro 1, Denis Dupont en numéro 2. Comment faire pour faire comprendre au parapheur que moi, je veux que le signataire numéro 1, il signe à gauche sur la page 3 et l'autre à droite sur la page 10. C'est pareil, on a possibilité de le prévoir en amont dans le modèle de document que vous allez utiliser. Alors, je vais vous montrer un exemple de document.
Qu'est-ce que j'avais dit? C'était celui-là. Test avec 2 tags. Voilà. Donc, ce qui est implémenté dans l'outil et qui fonctionne, c'est ceci. Dièse signature, et vous précisez 1 pour que l'image du premier signataire ici se mette. Donc, c'est le premier signataire dans l'ordre dans lequel vous l'avez précisé. Hein. Donc, 1, c'est bien moi ici. Et ensuite, 2 pour le deuxième signataire qui est ici, pour Denis Biran. Voilà. Si vous prévoyez plus d'emplacements que possible, c'est-à-dire que j'ai déjà eu le cas où on m'a dit, ouais, mais le document, des fois c'est un signataire, des fois c'est 2. C'est pas grave. Prévoyez 2 emplacements. Voilà. Vous mettez ça. Pardon, je vais enlever ça, ça me gêne. Vous mettez ça en blanc sur fond blanc. Et je vais l'écrire en blanc. Comme ça, visuellement, on ne voit rien. Ça ne gêne pas du tout le parapheur. S'il y a un signataire, ça se mettra à gauche. S'il y a 2 signataires, le premier à gauche et le deuxième à droite. Donc on peut avoir plus de tags de signature que nécessaire. Ça ne gêne pas du tout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça, il faut bien le faire à la création. Alors ça, effectivement, c'est à la création du document que ça se passe. Exactement. Voilà, ça doit être prévu en amont, à la conception du document. Et ce que je vous recommande même, c'est de le mettre carrément dans vos modèles de documents. Généralement, quand vous émettez des courriers, il y a par exemple des courriers, il y a des modèles de documents que vous utilisez. Donc, intégrez ces nouveautés à vos modèles de documents en remplacement de, vous voyez, souvent dans les documents, moi ce que je vois, c'est signé par le président. Alors ici, on va mettre le préfet, signé par le préfet. Pour ordre, etc. Enfin voilà, toutes ces pavés de signature, avec même quelquefois de la place pour la date. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez effectivement l'enlever et mettre à la place dièse, signature, dièse. Et nous, on va se charger avec l'outil de venir supprimer ça et remplacer par signer électroniquement, par exemple, on va vous mettre la date, ou en automatique, ça va se dérouler en automatique, par, moi, c'est pas des années, etc. Donc on peut mettre du texte comme ça en automatique. Donc ça, c'est pareil, on pourra faire des petits rendez-vous personnalisés sur la conception des documents en amont du parapheur, pour vous donner les bonnes pratiques, de manière à ce que vous puissiez bénéficier de toutes les fonctionnalités du parapheur qu'on a prévues. Une petite seconde d'interruption, parce que vous devez entendre un chien qui aboie derrière, et c'est très désagréable. Une petite seconde. Donc ça, c'est une manière de faire la signature, c'est-à-dire qu'à la conception, j'anticipe les encarts de signature avec le code, mais la deuxième manière de gérer les emplacements de signature va être présentée par Fabrice, qui consiste à le mettre directement dans l'outil XBus. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'ils n'auront pas été pensés au moment de la conception du document. Et voilà, je suis de retour. Donc là, on a parlé des emplacements de signature. Donc, vous pouvez les définir au moment où vous avez mis le document dans le parapheur, mais de préférence, on va essayer de on va vous inciter à modifier vos modèles de documents pour bénéficier du placement automatique, de manière à ne pas avoir à le faire à chaque fois que vous mettez ce document dans le parapheur. Nouveauté dans le comportement de l'outil. Donc j'ai parlé de la définition de l'emplacement de signature. J'ai parlé de la modification de vos modèles de documents en amont. Donc ça, c'est les 2 bonnes pratiques. Si vous faites ni l'un ni l'autre, vous ne définissez pas l'emplacement, vous ne l'avez pas prévu en amont, l'outil va décider pour vous. Ça, c'est une nouveauté. Donc si vous n'avez rien prévu, la signature, ce sera première page, en bas, à gauche.
Voilà. Si vous voulez pas que ça se produise comme ça, eh bien, utilisez les outils qu'on a mis à votre disposition pour modifier le placement. Ce qu'on a constaté, en fait, c'est que l'image de signature est de moins en moins utilisée parce que ça n'a aucune valeur juridique. Donc, de plus en plus de clients chez nous se débarrassent définitivement de cette image, ne mettent plus rien sur les documents. Ils mentionnent signer électroniquement, puis c'est tout. Donc, le placement en bas à gauche leur va très bien. Et surtout, ça évite de bloquer le parapheur, tout ça parce qu'il manque un emplacement de signature. Excusez-moi, Angélique Bretagne, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité pour nous simplifier la recherche des viseurs? Parce que est-ce qu'il faut le faire systématiquement ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de dire j'ai 3 viseurs et je voudrais les présélectionner automatiquement à chaque fois? Et pas le... D'accord. Vous êtes... Alors, ça s'appelle effectivement des modèles de circuits. Donc, votre cas est tout à fait classique. C'est j'envoie 20 parapheurs. Tous les matins, j'en ai 20. Le lendemain, j'en ai 10, 30. Et à chaque fois, en fait, je vais simuler. Je vais dire, allez, c'est ça. Quelquefois, les circuits sont assez longs. Donc, j'ai toujours ces 4 mêmes viseurs. Et puis ensuite, ces 2 signataires. Et à chaque fois que je mets le dossier, je suis obligé de tout recommencer pour refaire la même chose. Donc là, effectivement, on va s'économiser du temps et du travail et on va vous faire un modèle de circuit. Donc c'est tout à fait possible et on va rentrer dans l'outil avec un joli nom de circuit. Donc je vais faire une petite démo là-dessus, vite faite. Je vais me remettre en administration, parapheur. Je vais créer un modèle fictif de circuit. Le modèle, ce serait signature. Du coup, si je comprends bien, c'est vous qui éditez nos modèles de circuit, c'est ça? Alors, pour l'instant, oui, parce qu'on est dans le cadre d'une expérimentation et on est un petit nombre avec des XO qui nous accompagnent aussi pour la partie fonctionnelle. On est un petit nombre à s'être attribué l'accès au paramétrage. D'accord, ok. Non, mais... Et ensuite, quand on sera sorti de l'expérimentation, et j'espère, en tout cas, c'est en bonne voie, pour que vous ayez ensuite définitivement le parapheur chacun dans vos services, là, il y aura des administrateurs qui vont être nommés, qui seront en mesure de vous fabriquer les circuits que vous souhaitez. Donc la question que j'ai là, c'est par rapport à l'expérimentation qu'on doit faire à partir de la semaine prochaine. Est-ce qu'on doit vous envoyer un mail pour nous créer un circuit ou est-ce que du coup pendant l'expérimentation, on doit sélectionner nos viseurs? Alors, je vais rebondir là-dessus. Donc on en a longuement discuté avec Julien. L'objectif de cette expérimentation, c'est de pouvoir pour vous tester et prédéfinir vos circuits. C'est-à-dire qu'au fil de l'eau de l'expérimentation, vous allez commencer à pouvoir créer vos propres circuits modèles. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez nous les envoyer et on peut éventuellement vous les créer pendant le test. Mais nous, ce qu'on va attendre de vous, on le reprécisera le 12 septembre, c'est justement à la fin de ces 4 semaines de test, de pouvoir nous communiquer quels sont pour vous les circuits un peu cibles. Voilà. Ok, très bien, merci. Que je voulais montrer. Aussi, tu avais rebondi sur le fait que à plein d'endroits dans le parapheur actuellement, vous ne demandez plus l'enregistrement obligatoire. C'est-à-dire que naturellement, toutes les modifications qui sont faites, elles sont enregistrées. C'est vrai que par rapport à l'ancienne version, je pense que quasiment nulle part, on a remis de bouton enregistrer. Donc, c'est naturellement, soit on vous oriente, on allume les boutons au fur et à mesure où ils sont disponibles, vous voyez, suivant, transmettre. On essaie de vous orienter vers la bonne solution tout de suite. Soit, voilà, les boutons sont un petit peu plus discrets parce que le annuler, il sert assez rarement, enregistrer moyennement et transmettre et suivant, ça sert beaucoup. Voilà, donc on a essayé de faire un visuel par ordre d'importance dans les actions. Et quasiment tout aujourd'hui est en enregistrement automatique. Et du coup, on a une question côté Bretagne. Si on a enregistré mais qu'on s'est planté, est-ce qu'on peut revenir sur... Surtout que ça s'enregistre automatiquement. Quand il y a un enregistrement automatique, ça veut dire que si on se
trompe, ça enregistre automatiquement notre erreur. C'est ça qu'on comprend? Alors, enregistrer, en fait, c'est une remarque plutôt globale dans l'outil. Oui, mais Il y du a- il y a- coup, Bah non, si en fait vous n'avez pas fait d'action définitive, ouais, comme par exemple, je mets mon document, oui, je mets mon document, suivant. Ici, si je modifie le nom du dossier, je n'ai pas besoin de préciser que je fais ça, je fais suivant, je n'ai pas besoin d'enregistrer quelque part cette modification, je fais suivant. Mais tant que j'ai d'accord, rien fait de définitif, c'est-à-dire que je n'ai pas transmis, je peux d'accord. toujours revenir ici sur mon action. D'accord, ok, très bien. Merci. Vu qu'on est encore sur la signature, Fabrice, je pense que ça a du sens de répondre à la question d'Alexandre qui était faut-il avoir installé le XBus WebSocket pour signer le certificat? Généralement, oui, pour tous ceux qui ont des certificats qui sont sur leur poste de travail. Donc, via des cartes agents, via des clés USB, via des magasins de certificats, tout ce qui fait appel à votre poste de travail, à vous, on a besoin du WebSocket tout simplement pour faire le pont entre le site Internet et ce qui est matériellement disponible sur votre poste. Normalement, nativement, je vais faire un petit démo de signature ici. Voilà. Donc là, si je demande signer, êtes-vous sûr de vouloir signer les dossiers sélectionnés? Oui. Hein. On a fait donc dans cette fenêtre maintenant deux parties bien distinctes. Les certificats logiciels, c'est-à-dire ceux qui sont embarqués sur votre profil. Donc, c'est-à-dire embarqués à l'intérieur du site web. Pour vous donner un exemple que je cite toujours dans la vie courante, si vous avez, je ne sais pas, sur un site marchand, enregistré votre carte bancaire, bien, c'est ça que j'appelle du certificat logiciel. La carte bancaire est disponible sur le site. Donc, vous n'avez plus besoin de la carte physique avec vous. Donc, sous certaines conditions, on peut avoir votre certificat sur votre profil. Ça va être le cas notamment de ceux qui auront accès au certificat personne morale pour signer au nom de votre organisation. Voilà, mais on fera une formation vraiment plus approfondie pour rentrer en Ouais, pour la détail. partie certificat. Comment? Ouais, pour la partie certificat, on va rentrer dans le détail. Il y a un des ateliers, je crois, qui est dédié à ça. Exactement. Donc le 13 septembre, donc signataire, on vous conseille fortement d'y participer puisqu'on voilà, on expliquera vraiment en détail tout ce que ça veut dire, ces différences entre les certificats. Et puis les curieux peuvent également se joindre. Et certificats locaux. Donc certificats locaux, ça c'est ceux qui sont enregistrés sur mon poste informatique à moi. Donc là, il faut que le site internet aille détecter ce qu'il y a sur votre poste, donc sur votre carte agent, sur votre clé USB. Et ça, normalement, les sites internet n'ont pas le droit, ne peuvent pas, techniquement, pas faire ça. Donc on a besoin d'un outil qu'on a appelé le WebSocket, qui permet en fait de faire le lien entre votre poste informatique et notre site internet. Donc c'est lui qui va remonter les informations. Et on a une petite coche ici pour afficher les certificats dédiés à la signature. Donc très important de cocher cette case-là, parce que sur votre poste, vous aurez peut-être une multitude de certificats, parce que certificat tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Certains certificats sont dédiés à la signature. Et donc c'est pour vous permettre de ne pas vous tromper. On vous permet de filtrer ici ceux qui sont dédiés à la signature. Alors j'espère que c'est du coup plus clair pour vous. Fabrice, je te redonne la question de Damien Roland, tu sais, sur le sujet de la sur délégation. la partie visibilité. Donc là, on va parler un petit peu délégation. Alors, la question, c'est peut-on avoir non pas un seul viseur, mais un groupe de plusieurs viseurs possibles? En cas d'indisponibilité de l'un, cela évite que le document reste dans le parapheur plusieurs jours si quelqu'un d'autre est en capacité de viser. Tout à fait. Je vais proposer plusieurs solutions pour ça. Déjà, au niveau de la préparation de votre dossier. Donc, Damien, si vous préparez votre dossier, donc là, je vais mettre le document. Je vais mettre le document. On va se concentrer sur la partie acteur du circuit.
Jusqu'ici, j'ai ajouté un utilisateur. Voilà, je prends Aurélie Mestre, par exemple, et c'est à elle de viser. J'envoie, je transmets, et problème, je ne le savais pas, mais Aurélie, en fait, elle est en vacances pendant une semaine. Donc, le dossier, tant qu'elle n'a pas fait le boulot, ça va pas avancer. Donc, c'est votre problématique. Pour résoudre ça, je vous propose, c'est une des solutions, d'envoyer le document dans tout un service. Voilà. Et je l'envoie ici. Voilà. Je vais prendre l'IST ici. Voilà, validé. Attends, j'ai le téléphone qui sonne. Alors, le fait de demander en visa tout un service fait que le dossier va être envoyé à plusieurs membres. Ici, en l'occurrence, on est 5. Comment va se comporter le parapheur? C'est le premier qui vise le dossier qui l'emporte sur les autres. Donc, si Renaud Darbou vise le dossier, les 4 autres, dont moi, on va arriver trop tard et le dossier sera plus disponible pour le visa. Donc, c'est une possibilité pour en répondre à votre besoin. Deuxième possibilité, c'est de se dire, non, moi je veux vraiment que ce soit Aurélie Mestre qui signe. Si jamais elle est absente, c'est de sa responsabilité de nommer quelqu'un qui va pouvoir travailler pour elle en son absence. C'est la notion de délégué. Donc là, je vais vous montrer la notion de délégation que je vais illustrer dans la partie administration. Donc, dans la partie administration, j'ai une zone réservée à la délégation. Donc, délégant, je vais dire, c'est Aurélie Mestre. Et Aurélie Mestre, c'est de son propre chef, elle peut dire, moi, en cas d'absence, je délègue à Philippe Baudry les actions pour viser et signer mes dossiers. Donc là, c'est une autre façon de travailler. La personne a nommé quelqu'un qui va pouvoir remplacer cette personne en cas d'absence. Ça peut être aussi des délégations qui sont convenues entre les deux personnes à l'avance. J'ai des personnes qui sont là, disent oui, alors je ne suis pas sur site le jeudi, donc le jeudi, c'est vous qui signez à ma place. Ou moi, j'ai 2 jours par semaine où voilà, je suis en temps de travail, j'ai du temps de travail partagé entre différentes administrations. Voilà, je travaille à 80%. Pendant mon absence, voilà, j'ai un délégué. Donc voilà, au moins 2 façons de travailler. Ça vous va, Damien? Alors, je vais commencer par la notion de référent. Donc, je prépare. Certains l'ont peut-être déjà vu tout à l'heure, passer. C'est vrai que je suis passé outre, parce que c'était pas le but de la première démo tout à l'heure de l'expliquer. Le référent, par défaut, c'est moi-même. Je suis rédacteur et référent. Mais cette liste est déroulante et je pourrais dire référent, c'est Benoît Barré. Quel service? Service IST, ok. Je pourrais prendre quelqu'un d'autre complètement différent. Mathieu Blais. Il se rafraîchit pas bien. Voilà. Je vais choisir finalement Maëla Angers. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je choisis un référent différent de moi-même? Le cas fonctionnel auquel on a voulu répondre, c'est moi je suis, par exemple, je travaille dans le bureau de Maëla et elle m'appelle, elle me dit je suis bloqué dans les bouchons, il faut que j'ai tel dossier qui parte avant 10h. Fabrice, est-ce que tu pourrais me le faire? Oui, je peux. Je me connecte avec mon compte à moi, personnel, et je nomme Maëla en tant que référente. Donc, je poursuis ma préparation de dossier, normalement. Je vais envoyer un utilisateur en signataire, Philippe Baudry par exemple. Quand Philippe Baudry va recevoir le dossier, il va croire que c'est Maëla qui lui a envoyé. Parce que c'est elle la référente.
Mais moi, je veux aussi voir le dossier, hein, bien sûr, parce que je suis rédacteur. Donc, on va être en quelque sorte deux à préparer le dossier. Donc ça, c'est pour préparer pour le compte de quelqu'un d'autre. Mais on peut aussi y penser quand on travaille régulièrement en binôme. Moi, j'entends souvent ça, oui, mais on travaille à deux, et quand je suis pas là, bien, c'est mon collègue ou ma collègue qui prend le relais sur mes dossiers. Bon, ben, mettez votre collègue en référent, et comme ça, vous verrez tous les deux le dossier. C'est la notion de référent. Notion d'assistant. La notion d'assistant, c'est je vais dans le menu signer ici, et je vais voir des dossiers qui ne sont pas à moi, mais qui sont à mon responsable. Admettons, je suis assistant d'Adèle, Adèle PDG, et moi je suis assistant de la PDG Adèle. Donc elle me dit, est-ce que vous voulez bien regarder mes dossiers? Parce que là, j'ai pas le temps. Donc regardez tous mes dossiers et dites-moi ce qu'il y a à signer en priorité. Bon, ben, moi je suis assistant, ça fait partie de mon boulot, je me connecte et je vais voir les dossiers de ma responsable ici. Mais je vais juste les voir. Je ne peux pas signer à sa place. Je ne peux pas viser à sa place. Je peux juste voir les dossiers. Donc ça, c'est exactement ce qui se passait déjà avec les parapheurs papier, où on avait des secrétariats, des pôles d'assistants qui déjà recevaient les parapheurs avant qu'ils soient transmis aux signataires et qui déjà faisaient un premier tri. Donc, ok, je ne peux pas prendre de décision à la place du vrai signataire. Par contre, je vais pouvoir refuser des dossiers. Donc, c'était déjà ce qui se passait généralement dans les secrétariats. Il y avait des piles de parapheurs et avant que ça n'arrive aux signataires, eh bien, les pôles d'assistants faisaient déjà leur boulot d'élagage et ils dégageaient déjà pas mal de dossiers qui n'étaient pas recevables pour le signataire. Il y avait déjà un pré-contrôle, en fait, un pré-tri. Donc la notion d'assistance est faite pour reproduire c'est exactement cette fonctionnalité. Pardon, juste une petite question. C'est par rapport aux assistants de direction. On avait identifié que chez nous, en Adréal, l'absence d'accès pour les assistants de direction était un gros problème, et surtout l'absence d'identification dans les formations. Je ne sais pas si les secrétaires de direction ont été intégrés dans les listes de formation. Oui, elles ont été mises dans la boucle au même titre que tous les utilisateurs. Après, voilà, selon les disponibilités des uns et des autres, ils ne sont pas forcément tous présents sur ces formations-là. Néanmoins, les directions, on a eu des formations personnalisées avec eux au mois de mai-juin, et en fait, les secrétaires étaient présentes. D'accord, super. Mais je pense qu'effectivement, avec cette nouvelle interface, on va rester particulièrement disponible sur les premières semaines, pour les directions, les secrétariats, tout ça, parce que malheureusement, pas tout le monde. Vous êtes presque 120 utilisateurs sur ce test 2. Et donc, voilà, pas tout le monde n'est présent sur ces deux formations. Donc, il faudra aussi, de votre côté, pour les personnes présentes aujourd'hui, être motrice pour les utilisateurs qui n'auront pas été présents. Bien. Merci, Hélène. Angélique Bretagne, juste pour rebondir sur le parti assistant, là, du coup, nous, quand on va sur un fichier, on peut pas aller sur refuser ou on n'a pas la main, c'est grisé. Ça veut dire que derrière, il y a quand même une liste de personnes assistants à identifier au préalable? Alors oui, parce qu'effectivement, c'est nous qui sommes en responsabilité de l'administration pour l'instant, parce qu'il y a trop de monde impliqué et vous n'êtes pas formé à l'administration non plus. Mais si le rôle assistant tel que je vous l'ai décrit vous convient, n'hésitez pas à nous le dire et on va nous créer les comptes et les rôles assistants qu'il faut. Alors, personne informée hors circuit, on est ici dans le menu préparé. Je vais répondre d'abord aux questions minimales du parapheur.
acteur du circuit, je vais mettre un signataire. Voilà. Je vais mettre un deviseur. Voilà. Deviseur, donc moi en tant que rédacteur, deviseur et un signataire. La question qu'on va se poser ici, c'est de se dire, ouais, mais en fait, j'aimerais bien que d'autres personnes soient au courant ou récupèrent ce dossier. Tiens. J'ai eu souvent ce cas-là chez des clients où on me dit, la personne ne participe pas au circuit, mais souhaiterait être informée. Donc, on va décoder ces mots-là. Personne à informer hors circuit. Il y a 3 notions. D'abord, c'est une personne. Donc, je vais choisir une personne. Mettons Alexis Courgeon et Emmanuel Berthier. J'ai choisi des personnes. Elles sont hors du circuit. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans cette liste. Et le but, c'est de les informer seulement. On ne leur demande pas leur avis. On ne leur a pas demandé de viser, ni de signer. Elles veulent seulement être informées. Informées de quoi? Des documents qui sont soit soumis au traitement, c'est-à-dire au début. Donc ça va leur envoyer quoi concrètement? Un mail en disant, regardez sur ce lien-là, il y a des documents qui sont soumis pour validation. Donc ça vient de rentrer dans le circuit. Ou à la fin du traitement, pareil, ces personnes-là vont recevoir un mail avec un lien. Si vous voulez consulter les documents signés pour telle convention, suivez ce lien. Et les personnes vont pouvoir télécharger le document qui est par exemple une convention qui est signée. Voilà. Donc c'est vraiment de l'information, exactement comme on le fait dans les mails avec le champ CC, copie carbone, pour informer d'autres personnes, mais qui ne participent pas à la décision. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme cas classique là-dessus? Ouais, si j'avais des personnels, un secrétariat à la voirie qui a utilisé ça. Là, il mettait l'adresse du secrétariat et tous les documents qui étaient signés, qui étaient en fait les arrêtés de voirie, donc les arrêtés de stationnement, les choses comme ça, eh bien, il mettait en personne informée hors circuit un secrétariat qui était chargé d'imprimer les arrêtés, par exemple, de déménagement. Et comme il les avait, il les imprimait. Et après, les agents qui vont les remettre aux citoyens ou les afficher sur la voie publique, les ont à disposition. Donc, on a utilisé cette notion de personne informée hors circuit. Parce que le secrétariat, on ne lui demande pas son avis. Tout ce qu'on leur demande, c'était d'imprimer le document pour qu'il aille sur la voie publique pour affichage. Voilà un exemple d'utilisation. Alors, j'aimerais vous partager une recommandation qui nous est remontée du SGAR. On a pas mal échangé avec le SGAR, notamment pour les services de l'Adréal qui, dans le test 1, ont essayé de leur envoyer des dossiers. En fait, il se trouve que eux, ils ont quand même un besoin important de pouvoir modifier les documents ou les circuits pour pouvoir ajouter des visas intermédiaires ou faire des modifications directement dans le document. Donc, on parlait tout à l'heure de la modification et de pouvoir l'activer au moment de la création du document. Ce que nous, on va vous conseiller de faire, c'est du moins dans la première semaine de test ou dans les 2 premières semaines, c'est vraiment d'essayer systématiquement d'activer le circuit modifiable et d'activer la modification document pour s'assurer que les personnes par la suite puissent faire des modifications de circuit de documents et voir si ça fonctionne. Parce que si dans les premiers envois de documents de parapheur, vous verrouillez toutes ces activations, ces possibilités de modification, ça va polluer peut-être le retour au rédacteur et voilà, ça va peut-être générer des problèmes d'usage. Donc moi, voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous conseille de plutôt être généreux sur l'activation de ces modifications en cours de parcours et de tester, voir comment est-ce que ça fonctionne. Et une fois que vous ayez
bien apprivoiser les différents circuits et quels sont les documents qui seront vraiment modifiables ou pas, et ben, dans ce cas, d'ajuster le tir. Là, ça concerne les viseurs et les signataires. Donc vous faites votre dossier, hein, normalement, et puis on se pose la question de comment est-ce que mon viseur ou mon signataire, il sait qu'il a du travail à faire pour moi. Parce que moi, je l'ai sollicité. Nous, on a fait un réglage pour tout le monde, tous les viseurs, tous les signataires. Ça doit être, alors je ne sais plus, c'est quoi, c'est 8h ou 8h30? Je ne sais plus. 8h30. 8h30, merci. Parce qu'avec un autre client, j'ai fait 8h il n'y a pas longtemps, donc Ouais. je confonds les deux. 8h30, à 8h30, le parapheur passe sur tous vos parapheurs et il regarde s'il y a des dossiers qui sont en attente de visa ou en attente de signature. S'il y a des viseurs qui n'ont pas encore visé, vous voyez, en attente de visa, en attente de signature, eh bien, il y a un mail qui va partir, qui est un mail récapitulatif. Par exemple, moi, je vois Fabrice Biré, je suis attendu ici sur 2 visas et une signature. Si je ne fais rien aujourd'hui, demain matin à 8h30, je vais recevoir un mail en me disant vous avez 2 dossiers en attente de visa et un en attente de signature. Et on va me donner, bien sûr, le nom du dossier. Hein. Petit mail récapitulatif. Alors, ça, ce n'est possible que si votre mail est bien indiqué dans votre compte. Donc, on vous invitera à tous aller vérifier. Première chose, les viseurs et les signataires, allez bien vérifier dans votre profil que vous avez un email. Sinon, vous ne risquez pas d'être notifié. Par contre, ce fonctionnement-là, eh bien, il a un travers, c'est qu'il faut attendre 8h30 tous les matins. Comment on peut faire pour être prévenu à chaque fois qu'on a un dossier à viser ou à signer? Donc vous dites, moi, les dossiers, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 2 ou 3 par mois. Et puis quand je les ai, par contre, ça doit être, je dois signer dans les 5 minutes. Donc je veux absolument être prévenu tout de suite. Pas de souci, vous allez dans vos notifications et vous cochez recevoir les notifications par mail dans votre profil. Alors, ça veut dire ça que vous renoncez au mail quotidien et en échange, vous voulez un mail à chaque fois que vous êtes sollicité. Si je reprends mon exemple ici de mon suivi, j'ai été attendu sur 2 visas et une signature, je vais donc recevoir 3 mails. Mais je vais les recevoir tout de suite. Donc si celui-là il est en attente de signature depuis hier, le mail, en fait, j'aurais reçu déjà hier. Donc, conseil, ceux qui sont des signataires réguliers, qui signent beaucoup de documents, évitez les emails, attendez le mail de récap, ou allez de temps en temps voir de vous-même aussi, dans la journée, sur votre tableau de bord. Et là, vous allez voir sur votre tableau de bord que vous êtes attendu sur 2 visas et une signature. Ça va se voir tout de suite. Donc, vous pouvez aller de vous-même sur la plateforme et en plus attendre le mail de 8h30. Ceux qui signent très peu, je vous recommande effectivement d'aller sur votre profil et ceux qui sont utilisateurs occasionnels, viseurs ou signataires occasionnels, peut-être ça, ce serait peut-être mieux. Voilà, ça dépend un peu des degrés d'urgence qu'il y a en face des dossiers. Merci. Sur les demandes de création de compte assistant, sur les circuits préconfigurés, sur l'ajout d'utilisateurs, enfin voilà, toutes les choses qui peuvent vous être utiles dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à le faire directement sur le canal Rezana. Voilà, je remettrai le lien dans le chat une fois que Fabrice aura fini la petite explication. Tout à fait. Un canal Rezana, ça a plein d'intérêt. D'abord, nos 2 sociétés, donc SRCI pour la partie technique et DxO pour l'accompagnement fonctionnel. On a tous accès. Et moi en particulier, je ne suis pas le seul à avoir ce canal. Il y a aussi mes collègues à l'assistance
Voilà, ce sont des personnes qui sont spécialisées dans les réponses aux questions de nos clients en général, dont vous faites partie pour l'expérimentation. Donc ça permet de réagir plus rapidement que l'envoi d'un mail à une personne pour une demande. Donc c'est vraiment sur Rezana, Adèle vous représentera ça si c'est pas clair. Mais effectivement, il faut vraiment privilégier ce canal de communication afin que tout le monde voit les échanges. Donc ça permet aussi de mutualiser les questions et mutualiser aussi les réponses. Dans le chat, donnez le lien du canal support Rezana. Je vous invite à cliquer dessus et à vous assurer que vous ayez bien accès. Si ce n'est pas le cas, eh bien de me l'indiquer dans le chat ou de nous faire un mail sur l'adresse mail EPE Bretagne, voilà, pour eh bien effectivement qu'on vous donne les accès. Ensuite, donc, il faut savoir qu'on est en train de vous préparer un guide d'accompagnement sur l'aspect vraiment XBus et toutes ces fonctionnalités de la plateforme, de la nouvelle plateforme. Et donc, ce document-là, il sera joint au cahier de test qu'on vous enverra, qu'on vous donnera lundi prochain. C'est un document qui fait plus de 200 pages. Donc, ce que moi, je vous conseillerais, c'est de ne pas l'imprimer, mais plutôt de le mettre sur votre bureau d'ordinateur en accès numérique régulièrement. Et que lorsque vous avez une question d'usage ou une question sur la fonctionnalité de l'outil, de l'ouvrir et de vous en servir avec la fonction recherche. Donc, voilà, donc c'est vraiment complémentaire au canal Rezana, qui sera vraiment le support pour échanger avec les équipes techniques, qui pourront prendre rendez-vous avec vous si le problème persiste. Mais voilà, c'est bien d'avoir ce guide-là avec des captures d'écran qui pourront également vous accompagner si vous êtes plutôt du genre autonome. Je vous ai également mis le lien sur le chat de cette formation. N'hésitez pas à le mettre en favori. Donc, à partir de lundi matin, le site sera mis à jour régulièrement. Donc là, il est en refonte. Donc, jusqu'à vendredi, les informations ne sont pas très, très claires dessus. Mais donc, voilà. Et donc, on mettra toutes les informations nécessaires, le lien de téléchargement du WebSocket, le lien de téléchargement du guide, voilà, toutes les informations nécessaires au bon déroulement du test. Et notamment les replays des formations et des micro-formations, dont j'en ai déjà un petit peu parlé, qui auront lieu donc tout au long du test sur les thématiques que j'ai présentées dans le chat. Donc, sur l'évolution des pratiques en matière de modification, il y aura 3 créneaux. Sur les typologies d'annotation et donc les pratiques à réaliser en conséquence, il y aura 2 ou 3 créneaux. Le sujet d'assistance et délégation, 2 ou 3 créneaux. Le sujet des tableaux de bord et de suivi, voilà, donc c'est plutôt côté managérial. 1 créneau de mémoire ou 2 créneaux. Sur la métadonnée et les mots-clés, donc là on est plutôt sur un sujet qui touche à l'archivage et à l'usage du parapheur à long terme. 1 créneau, et la gestion des grands volumes de documents, donc pour les rédacteurs ou les signataires qui traitent de très grands volumes, je pense notamment au service RH, ça sera un sujet intéressant pour vous. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer à manipuler la plateforme de test qu'on vous a présentée aujourd'hui, sachant que tout sera écrasé d'ici lundi. Et enfin, donc on l'a déjà suffisamment répété avec Fabrice, mais je le dis encore une fois, vérifiez bien que votre mail soit bien indiqué sur le compte XBus, parce que c'est grâce à ça que vous pourrez recevoir les alertes par mail. Voilà, j'ai terminé.